Bonjour à tous. Je vous propose de lancer notre table ronde dédiée au thème « Comment les acteurs financiers participent-ils à la transition environnementale ?» Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Cécile Goubet, je suis la directrice générale de l'Institut de la finance durable. Je suis ravie d'animer cette table ronde qui est au cœur de nos travaux au quotidien à l'Institut. Donc comme vous le savez, la transition écologique, c'est une course de fond qui est entamée maintenant depuis de nombreuses années par l'Europe et ses États membres. Si elle semble aujourd'hui rester une priorité en Europe, elle se heurte à des défis multiples, tensions géopolitiques, à la fois sur des rivalités économiques, mais également sur des questions de dépendance stratégique, y compris énergétique, comme a pu nous le rappeler la guerre en Ukraine et l'hiver 2022 en France, les incertitudes économiques, un besoin d'investissement massif qui en même temps se heurte à un contexte de resserrement des dépenses publiques, sujet d'actualité. Alors que l'Agence internationale de l'énergie estime qu'il faudra tripler les investissements mondiaux de la transition d'ici 2030 pour atteindre les objectifs climatiques, en Europe et en France, la question se pose de comment combler le déficit de financement et mobiliser le capital privé. Dans le même temps, on le voit, la transition, et ça a été dit aussi ce matin sur les questions de compétitivité et souveraineté, c'est certes un défi, mais c'est aussi une opportunité pour ces deux sujets-là. Dans ce contexte à multiples facettes, comment les acteurs financiers participent-ils à la transition environnementale? C'est ce que nous allons discuter avec notre panel de très haut niveau que je remercie d'avoir répondu présent pour participer à cette journée. Donc j'accueille Grégory Labrousse, président directeur général de Nemer, Julien Carmona, président du Crédit Mutuel Arkea, Stéphane Dédilhan, président du directoire de la Banque Postale, Paul Deleuze, président de Siena Investment Managers et Michel Papalardo, présidente du comité du label ISR. Alors, peut-être pour commencer, face à ce contexte que je décrivais il y a quelques instants, pour chacun d'entre vous, finalement, quelle est votre vision de la situation actuelle, notamment quels sont les grands thèmes que vous voyez émerger en termes stratégiques et prioritaires? Julien Carmona, je vous laisse la parole pour commencer peut-être. Oui, merci beaucoup Cécile. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux d'être ici. Alors, à un moment où la RSE fait l'objet d'une remise en cause ou en tout cas de réinterrogation, et j'y reviendrai, nous, au Crédit Mutuel Arkea, clairement, non seulement on ne renonce pas, mais on continue et on amplifie nos efforts. Donc, vous le savez, on est une banque coopérative. On a une raison d'être depuis 2019, pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs, entreprise à mission depuis 2022, avec un engagement d'accompagner toutes les parties prenantes dans leur transition environnementale. Et donc, dans ce contexte-là, on est, je dirais, plus que jamais attaché au financement de ces enjeux écologiques. Alors, premièrement, c'est d'abord quand même continuer les efforts pour essayer d'atténuer le changement climatique. Ça ne change pas, ça reste le thème prioritaire. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Donc, ça veut dire un certain nombre d'engagements. Donc, d'abord, un renoncement total, inconditionnel et déjà en vigueur à tout ce qui est financement des énergies fossiles. Donc ça, c'est voilà. Sur le flux, il n'y a plus d'investissement nouveau. Et sur le stock, ça se termine en 2027 pour le charbon, 2030 pour le pétrole et le gaz. Pas de financement de l'aviation d'affaires. Et ça s'applique aussi à un secteur qui est fondamental pour nous, comme pour d'autres banquiers, l'habitat, l'immobilier résidentiel, avec un objectif exigeant de réduction de 23% de l'intensité carbone pour chaque bien financé, horizon 2030. Donc tout ça, non seulement ne nous empêche pas de nous développer, mais je dirais, alors c'est aussi dû à notre taille moyenne, on est la banque française qui a eu la plus forte croissance de ses encours de crédit, donc RSE ne veut pas dire frein au développement, mais veut dire développement, et d'autant plus sur les crédits directement dédiés à la transition. Donc ça, c'est le thème prioritaire qui continue. Les nouveaux thèmes prioritaires, alors j'en citerai 3 ou 4. D'abord, peut-être avant tout, la notion de souveraineté territoriale. Donc là, produire ici, c'est produire durable, en tout cas plus durable qu'ailleurs. Et donc ça nous amène, ce qui est assez naturel pour nous, mais à prendre en compte cet enjeu de manière essentielle dans notre stratégie. Le deuxième axe très important, et dont il faut qu'on se saisisse tous, c'est la notion du social et de ce qu'on appelle la transition juste. C'est-à-dire la transition, si elle n'est pas au bénéfice de tous et si les efforts ne sont pas répartis, il y aura un problème d'acceptabilité fondamentale. Donc on intègre ça à nos offres
Et quitte à être caricatural, on va dire qu'on préfère financer des travaux d'isolation dans un pavillon qui coûte 150 000 € que financer une Tesla. Voilà, ceci pour susciter éventuellement le débat. Au-delà de ça, il y a des nouveaux territoires qui sont encore plus difficiles à mesurer que le carbone, mais qui sont aussi importants. Je citerai l'eau, la gestion de la ressource en eau, logique de réduction des prélèvements, de meilleure sobriété et aussi de réutilisation. Évidemment, la biodiversité. Et puis enfin, l'atténuation du changement climatique. Mais je crois que Stéphane va en parler. C'est une excellente transition, donc Ouais, Stéphane Bédéan. et puis je veux aussi rebondir sur ce que tu as dit, Julien, sur la notion de transition juste, parce que nous, elle est vraiment au cœur de notre raison d'être. On est entreprise à mission également. Alors nous, en fait, on cherche à combiner atténuation et adaptation. Je vais commencer par l'atténuation. Au fond, on a un premier sujet qui est comment on décarbone notre bilan. Et au fond, nous, on est un grand conglomérat avec de l'assurance et de la banque, et on ne fait pas tout à fait la même chose côté bancaire que côté assurantiel. Côté bancaire, en fait, on peut tabler sur la rotation naturelle des actifs. On sait que, par exemple, un prêt immobilier, ça tourne en 8 ans. Donc, ça veut dire que par rapport aux horizons de la transition écologique, si jamais on augmente dans notre bilan la proportion de prêts dits verts, eh ben, mécaniquement, avec la sortie naturelle des anciens crédits du bilan, on va verdir le bilan, on va le décarboner. Donc nous, actuellement, on a 43% de nos crédits immobiliers qui sont des crédits immobiliers à impact, ce qui veut dire qu'en fait, ce sont des crédits immobiliers qui soit financent un bien qui a un DPE très vertueux, ou alors qui associent le financement du bien immobilier lui-même avec des prêts pour les travaux qui améliorent le bilan énergétique du bien. Et donc si on fait ça, dans la banque, normalement, on arrive avec la rotation des actifs et en pilotant le pourcentage de prêts verts à la production de crédit, à piloter notre décarbonation. Dans l'assurance, c'est un peu différent parce que la duration des actifs est beaucoup plus longue. Donc non seulement il faut faire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut les nouveaux, il faut plutôt rentrer du vert, mais il va falloir aussi se préoccuper d'être certain que les actifs qu'on a pour longtemps dans le bilan, eux-mêmes suivent une trajectoire de décarbonation. Et c'est pour ça qu'on est très très exigeant dans notre dialogue actionnarial en tant qu'assureur avec les entreprises dans lesquelles on est investi comme actionnaire et qu'on fait pression par nos pouvoirs de vote en Assemblée générale pour que les entreprises soient extrêmement transparentes sur la façon dont elles décarbonent leur bilan. Alors ensuite, l'adaptation. Le truc, si vous voulez, c'est qu'on sait qu'on va être au-dessus d'1,5 degré. On le sait. On sait que la planète, elle va être beaucoup plus chaude. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport de Météo France sur le sujet, mais globalement, dans une planète qui est au-dessus de 2 degrés, vous avez des nuits au-dessus de 20 degrés qui se suivent et qui sont très éprouvantes. Bon voilà, donc il va falloir qu'on adapte les biens aussi à une planète plus chaude. Et ça, évidemment, ça demande beaucoup d'investissement. Mais je pense que c'est un bénéfice collectif parce que ça va faire prendre conscience, au fur et à mesure que la température va se rapprocher et va se manifester, ça va faire prendre conscience à nos concitoyens qu'il y a un vrai risque, si on ne combine pas l'atténuation et l'adaptation, de terminer avec des actifs échoués, qui ne valent plus la même chose. Que vaudra un appartement parisien au dernier étage d'un immeuble avec un toit en zinc quand les journées à plus de 50 degrés sont majoritaires au sein des mois de printemps et d'été à Paris. Et en plus, on sait qu'en France, on est à un endroit de la planète où on subit une température moyenne plus élevée qu'ailleurs. Et donc c'est pour ça, si vous voulez, que pour nous, le sujet, c'est pas de dire mais est-ce que ça perturbe le commerce, est-ce que ça nous empêche de nous développer, est-ce que tout ça, c'est pas un peu compliqué pour la compétitivité? On ne le fait pas parce que ça fait chic de décarboner son bilan, on le fait parce que c'est l'intérêt patrimonial de nos clients d'être certains qu'ils sont investis dans une banque et une compagnie d'assurance qui a ce souci de décarboner les actifs dans lesquels sont placés leur argent.
Et puis, comme le disait Julien, on voit apparaître des nouveaux thèmes. Quand on a fait CSRD, ça nous a permis de nous rendre compte qu'évidemment, on avait un impact très important en matière de biodiversité, et ça, on y travaille. Mais on voit aussi qu'il faut situer ça dans une politique globale plus nature, parce qu'il y a aussi le sujet des polluants, notamment les PFAS, etc., qu'il va falloir aussi qu'on prenne en compte. Merci beaucoup. Du coup, je vais terminer le tour de nos acteurs financiers. Paul Deleuze, donc on voit atténuation, adaptation et de nouveaux sujets qui montent. Vous, en termes de grandes priorités stratégiques et de sujets importants que vous voyez émerger, quels sont-ils? Alors, merci pour la question. Alors, moi, contrairement à mes deux illustres voisins, on gère l'argent des autres. Nous, on ne gère pas notre argent, et donc on cherche à être le reflet de ce que veulent les investisseurs. Et la question que vous avez posée, c'est exactement celle qu'on s'est posée, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore un avenir pour des fonds à impact liés à la transition énergétique, liés à la biodiversité, ainsi de suite? Est-ce que les investisseurs, au fond, ne vont pas aller vers des thèses moins ESG, compte tenu du contexte macroéconomique et du contexte géopolitique global? C'est la question qu'on s'est posée, et la réponse qu'on a eue, on ne s'y attendait pas, elle était très intéressante. On a lancé, il y a peu de temps, un fonds lié à la souveraineté européenne en termes de défense. Rien à voir avec l'ESG. On s'est dit probablement que certains investisseurs vont aller sur ce fonds, alors que d'autres n'iront pas et nous diront non, moi je continue à privilégier les thèses ESG. Et en fait, on s'est complètement trompé. On a vu des investisseurs nous disent oui, moi je veux aller vers des thèses liées à la défense, mais aussi vers des thèses liées à l'ESG, parce qu'au fond, la souveraineté européenne, elle passe aussi par la transition énergétique. Je pense que personne ne me contredira si je dis que l'Europe aujourd'hui est plutôt en pointe sur un grand nombre de thèmes liés à la transition énergétique et à la biodiversité, et de ce fait, défendre notre modèle européen, y compris en termes de souveraineté, c'est aussi défendre des convictions où l'Europe est plutôt en avance sur le reste du monde en termes ESG. Et à ce titre, je souscris à ce que disait Julien, il ne faut pas opposer souveraineté et ESG, c'est très complémentaire, et c'est ce que nos investisseurs nous ont dit avec beaucoup de justesse. Donc ça, c'est un premier constat. Ensuite, sur les thèses vers lesquelles on a longtemps été, nous, sur des thèses liées à la transition énergétique, liées au financement de l'éolien, du photovoltaïque, des méthaniseurs. Et là, nos investisseurs, depuis 1 an ou 2, nous demandent d'aller vers des thèses plus complexes, plus difficiles à mesurer, parce que la transition énergétique, c'est un sujet global. Donc on nous demande d'aller vers des sujets sociaux, parce qu'il ne peut pas y avoir de transition si ce n'est pas une transition juste. C'est plus compliqué à mesurer. La transition énergétique, c'est assez facile à mesurer. On mesure des tonnes de CO2 évitées. Le social, c'est plus compliqué. Et on nous demande d'aller vers la biodiversité, qui est aussi une thème sur laquelle l'Europe est en pointe, beaucoup plus complexe à mesurer, parce qu'il n'y a pas une mesure unique pour la biodiversité, en fonction de est-ce qu'on artificialise moins des sols, est-ce qu'on réintègre de la biodiversité dans le sol, c'est plus compliqué. Donc on nous demande d'aller vers des choses plus en pointe, plus compliquées, et c'est intéressant, c'est-à-dire que les investisseurs ne se satisfont pas uniquement de la thèse évitement de CO2, mais cherchent à avoir une vision plus holistique de la transition énergétique. Merci beaucoup. Donc, vous le disiez, cette question de complexité, de difficulté à mesurer, ça appelle aussi la question du pilotage et de la data. Je me tourne vers Grégory Labrousse. Vous avez probablement aussi une vision particulière sur ce sujet à nous partager. Oui, alors bonjour à tous. Merci Cécile pour l'invitation. Alors moi, je ne gère pas l'argent des autres, ni je ne prête pas d'argent. On va dire que je suis transversal. Et le problème que j'essaie de résoudre depuis 20 ans, c'est comment financer la transition ou l'adaptation ou la biodiversité. Et je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est inverser Il ne faut plus parler de transition, ni d'adaptation, ni de changement climatique. Il faut en fait financer le changement. Et le changement inclut une décarbonation, une meilleure adaptation, etc. Parce que finalement, on finance le changement d'une voiture électrique, d'une personne qui a une voiture qui ne rentre plus à Tours. Donc effectivement, on finance un changement. C'est la même chose pour une maison, c'est la même chose pour une petite infrastructure. Et moi, ma spécialité depuis 20 ans, c'est ce que j'appelle la petite transition, c'est-à-dire 90% du problème, c'est-à-dire 100 millions de maisons en Europe, 100 millions de jardins, les problèmes d'eau, les problèmes de... Voilà. Et en fait, pour moi, le problème à résoudre, c'est de savoir... Moi, je pars du principe que tout est finançable. Même le truc le plus compliqué, même le toit à Paris, tout est finançable. D'ailleurs, dans les grosses infrastructures, le nombre de
on va dire, d'entrepreneurs qui commencent dans le solaire et qui vendent leur boîte 6 milliards et des fonds infrastructures qui gagnent de l'argent à 12% depuis 20 ans sans aucun problème sur les gros projets. Donc il n'y a aucun problème de financement. En plus, avec les travaux de l'IFD depuis 2 ans, on voit très bien que partout, il y a de l'argent partout, il y a tout ce qu'il faut pour financer. Donc le problème, c'est si tout est finançable, en fait, comment on fait, c'est quoi le problème? Et en fait, le problème, c'est qu'il faut trouver le modèle, il faut challenger le modèle pour que ça soit finançable. Vous parlez des prêts impact, effectivement, Monsieur le Président, qui a fait plus 43%. Ça veut bien dire que ce modèle de prêt impact a mieux marché, malgré le fait que ce soit 0,25 en plus, ce qui n'est pas grand-chose par rapport au taux que vous proposez. Donc finalement, ça veut dire que trouver un nouveau modèle, ça permet quand même de résoudre le modèle. Alors comment challenger le modèle? En fait, pour moi, la solution, c'est qu'en fait, il faut mesurer l'impact pour toutes les parties prenantes et le sécuriser, pas au terme sécurité, de sécuriser le narratif. Monsieur, vous allez dépenser 40 000 € maintenant, vous n'aurez aucune subvention, mais parce que voilà ce que vous allez obtenir derrière, c'est garanti. C'est garanti en termes d'adaptation, c'est peut-être la valeur de votre maison. Et pour toutes les parties prenantes, un artisan qui veut se marier, peut-être qu'il va prendre le chantier. Dans une ville de Marseille, où effectivement il y a plein d'écoles de formation, où on va dire, bon, on fait toute la rue, on rénove toute la rue, ben effectivement la Caisse des dépôts, la Banque des territoires et la région de Marseille va peut-être mettre de l'argent. Et donc tout est finançable, mais il faut démontrer à chacune des parties prenantes le modèle. Voilà, donc je pense que l'avenir est effectivement dans trouver des nouveaux modèles. Je pense que là nos partenaires sont des rois pour trouver des nouveaux modèles. Et l'IFD, encore une fois, on voit à chaque réunion qu'il y a des modèles dits exotiques, catalytiques, ce que j'ai compris tout à l'heure dans votre dernier rapport. Et ensuite, pour challenger le modèle, il faut mesurer l'impact, l'impact du financement. Donc à ce titre, j'ai lancé une grande chaire depuis 5 ans avec Paris Europlace, et qui est présidée d'ailleurs dans la chaire par le président Auguste de Romanet, sur comment mesurer l'impact du financement pour toutes les parties prenantes. Voilà. Et pour moi, l'avenir, enfin le vrai avenir, c'est mesurer cet impact pour que les financiers puissent jouer leur rôle. Voilà. La mesure de l'impact pour sécuriser et donner confiance. Je me tourne vers Michel Papalardo. Donc peut-être, côté label ISR, vous avez aussi des choses à nous partager sur ce sujet spécifique de la confiance. Absolument, merci beaucoup. Alors, je suis d'accord avec tout ce que viennent de dire ces messieurs. Vu du label, puisque la question c'était quels sont les facteurs innovants, les sujets qui prennent le devant en ce moment, moi j'en vois 3. Je vois risque, confiance et données. Risque, c'est ce que vous avez dit en fait. Les démarches de développement durable, puisque je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que le label ISR, il met un tampon sur les fonds qui investissent dans des entreprises qui ont des démarches de développement durable sérieuses et exigeantes. Ces démarches de développement durable, ce sont des moyens de réduire les risques. Vous avez parlé d'actifs échoués, d'adaptation, etc. Le fait d'avoir ce genre de démarche, ça réduit les risques, ça permet de l'adaptation, ça permet, parce que ça conduit à être plus sobre, ça conduit à travailler aussi, bien entendu, sur tous les aspects nature, sur l'eau, bien entendu, sur la mixité des ressources d'énergie et en particulier électrique, etc., etc. Donc ce sujet-là, qui n'est pas le plus moderne, mais ce n'est pas celui qu'on mettait forcément derrière ces démarches de développement durable jusqu'à quelque temps. Je pense que ça prend de l'importance et ça légitime le sujet. Confiance, et c'est pour ça que le label a évolué, c'est parce qu'il faut qu'effectivement on ait confiance dans ces démarches dont vous parlez, les uns et les autres, que vous efforcez de mettre en œuvre. Il faut qu'elles soient reconnues et on a de la part des investisseurs et des épargnants un besoin de savoir si on fait vraiment quelque chose d'efficace, de réduction des risques
ou pour ceux qui sont plus sur l'atténuation de réduction, mais de toute façon, c'est les mêmes politiques. Voilà, et donc c'est ça qu'on a essayé de faire. Et c'est, si on reprend le label, et en vous écoutant, c'est important de le rappeler, le label est un label généraliste, c'est-à-dire qu'on reconnaît la démarche de développement durable sur le E, le S et le G. Donc, ça peut être, on peut parler de transition juste, bon, l'idée c'est qu'en tout cas, ce n'est pas que une des trois des dimensions, c'est bien les trois, un minimum des trois en tout cas, et ça participe de la transition juste, donc on essaye bien d'aller dans ce sens-là, et le résultat c'est que finalement on a beaucoup de fonds qui sont restés malgré l'exigence supplémentaire qu'on mettait et qu'on leur imposait, qui sont restés et qui ont fait tout le travail qu'il fallait pour être labellisés avec la nouvelle version. Et je ne vais pas aller très loin sur le troisième, mais c'est un sujet important, vous l'avez un peu abordé aussi, on va y revenir je pense, c'est les données. C'est-à-dire que pour avoir confiance, il faut être sûr que les données sur lesquelles on fait ce travail-là, ces données sont fiables, qu'on soit capable de les récupérer et qu'on soit capable de démontrer qu'elles ont un sens. Tout ça est très lié en fait, hein, les uns avec les autres, et c'est ce qu'on essaye de faire progresser à travers le label. Merci beaucoup. Alors, du coup, ça nous fait un lien parfait également avec le sujet du cadre réglementaire. On dit souvent que le cadre réglementaire européen est ambitieux. Donc, la question un peu clivante, finalement, est-ce que ce cadre est trop contraignant ou plutôt moteur d'innovation? Et est-ce qu'il y a encore des opportunités pour un porteur de projet innovant dans ce contexte? Stéphane Dédéian, peut-être pour ouvrir le débat, je vous laisse partager votre vision. Ouais, enfin, je pense que pendant des années, on parlait tous de la transition sociale, environnementale, qu'on a chacun un peu tâtonné. On manquait quand même d'un cadre. Et au fond, la réglementation, elle est venue nous donner ce cadre. Et je pense que ça, c'est déjà une très bonne chose. Alors après, à l'intérieur de ce cadre, il y a beaucoup d'opportunités. Je pense que c'est quand même une très grande opportunité de mieux connaître nos clients. Et puis, de mieux connaître nos risques, en fait. Parce que quand on parle du risque climatique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un risque sur les biens qu'on finance ou qu'on a en garantie ou dans lesquels on investit. Et donc, si on ne connaît pas bien ces risques, on ne fait pas bien son métier. Donc ça, je crois que c'est un point clé. C'est aussi une source d'innovation. J'ai parlé tout à l'heure de notre crédit immobilier à impact. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vrai parcours qu'on propose à nos clients. C'est-à-dire qu'ils rentrent la localisation du bien qu'ils envisagent d'acheter. Et à ce moment-là, on va, avec les technologies que nous offre Namer d'ailleurs, on va chercher les données sur les DPE, on fait des calculs à partir de bases de données du montant des coûts des travaux pour changer le DPE d'un cran ou de 2 crans. Enfin, on propose vraiment une expérience client, c'est très innovant et c'est vraiment, enfin, il y a vraiment de l'innovation, y compris commerciale et de développement, à aller chercher derrière tout ça. Je vous donne un autre exemple. On a incubé dans notre incubateur Plateforme 58 une start-up qui s'appelle Carbo. Et en fait, Carbo, ça calcule votre empreinte carbone individuelle à partir de la lecture des informations qui sont dans votre relevé de compte. Et ça, c'est très intéressant aussi. Enfin voilà, donc il y a plein de choses entre nos fonds venture, notre incubateur, l'innovation qu'on peut faire dans les parcours clients et la meilleure connaissance de nos risques et un cadre qui nous permet de jouer dans une règle commune. Je pense que c'est vraiment positif. Maintenant, attention effectivement à ne pas trop complexifier les choses. Et ce que je dis n'est pas antinomique de vouloir quand même une réglementation la plus simple possible. Merci. Julien Carmona, de votre côté, comment vous voyez les choses? Trop contraignant, plutôt porteur d'innovation, ce cadre réglementaire? Alors merci Cécile. Moi, je voudrais peut-être parler d'abord de la CSRD et puis ensuite élargir un tout petit peu le débat. Donc la CSRD, qui est déjà en vigueur pour un certain nombre d'entreprises dites assujetties, dont les banques et les sociétés cotées, donc c'est notre cas, on a publié notre premier rapport, est en train quand même de faire les frais de la conversion tardive des institutions européennes au bienfait de la simplification. Donc c'est la législation dite Omnibus. On comprend évidemment, je dirais nous les premiers, l'intérêt de simplifier, c'est nécessaire, mais ça risque de nous emmener dans une logique de report, de dilution et finalement d'incertitude pour toutes les parties prenantes. Et je trouve que c'est dommage, dans la mesure où la CSRD est probablement la réglementation la plus intelligente qu'on pouvait créer dans ce domaine-là, dans le domaine justement de la mesure,
de l'impact. Je rappelle la démarche fondamentale, impact, risque, opportunité. Je pense que c'est vraiment une démarche d'entreprise, une démarche de planification stratégique qui est extrêmement utile. Et je dirais une réglementation intelligente, ce que n'est pas, en tout cas à mes yeux, la taxonomie, où tout le monde est en train de se demander à quoi ça sert, et néanmoins, il faut le faire. Alors, donc, on est dans ce moment de report, où ça veut dire que les entreprises non assujetties ne le seront pas tout de suite, et que donc les financiers que nous sommes n'auront pas, en tout cas de manière spontanée, la remontée d'informations dont on a besoin, pas juste pour nos beaux yeux, mais pour justement essayer d'améliorer le système et ce dont parlait Grégory, c'est-à-dire le caractère fondamental de la mesure. C'est très banal de dire ça, mais on améliore que ce qu'on mesure. Et donc pour ça, justement, il faut des données, il faut de la mesure, il faut des méthodologies. Alors peut-être que cette directive porte mal son nom en parlant de reporting, alors qu'en fait c'est rapporté, mais rapporté pour agir. Au-delà de ça, et très rapidement, voilà, la RSE un peu à la croisée des chemins, et pas seulement à cause des folies américaines du moment, que je pense qu'il y a 3 problèmes. Un, une dérive bureaucratique incontestable. Alors, un peu dans la CSRD, mais plus globalement dans tout ce qu'on fait nous-mêmes. On est aussi, dès lors qu'on est une grande entreprise ou moyenne grande, on est des producteurs de bureaucratie et de complexité. Il faut qu'on lutte contre ça, mais c'est une réalité. Les autorités encore plus. Et quand on voit les débats byzantins entre l'EFRAG, l'ISSB, etc., ou sur la définition de la matérialité, voilà, même quand on est versé là-dedans, on n'y comprend rien. Alors nos clients, je vous laisse imaginer. Donc il faut vraiment lutter contre ça et revenir à l'essentiel. Deuxièmement, et je ne suis pas du tout en désaccord avec Stéphane, par rapport à l'intérêt patrimonial et le fait qu'à long terme, l'objectif financier et l'objectif extra-financier se rejoignent, mais c'est un problème d'horizon de temps, justement. À très long terme, c'est vrai. À court terme, ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas ce que nous donnent les marchés et ce n'est pas ce que nous donnent les prix immobiliers à Paris pour ces immeubles haussmanniens ou les prix immobiliers dans le Morbihan pour des très belles maisons en risque de submersion marine à peu près à 100% dans 30 ans et qui se vendent à des prix jamais vus. Donc là, je dirais la promesse fondamentale de la finance durable qui était faites-le parce que c'est aussi votre intérêt, elle est réinterrogée, elle est challengée. Ce qui reconduit à mettre au centre la notion de long terme. Et puis troisième point fondamental, c'est effectivement, est-ce qu'on n'a pas voulu en Europe aller trop vite, faire trop bien et se donner des objectifs inatteignables? Et je pense qu'il y a quand même un sujet là-dessus, parce que si on veut justement faire trop vite, on risque non seulement de faire mal, mais même de ne plus faire du tout, dès lors que ça conduirait à amener à des choix politiques de partis qui, eux, ne croient tout simplement pas au changement climatique. Donc un moment, pas de remise en cause, mais plutôt d'examen de conscience, qui conduit à se reposer les bonnes questions, à le faire collectivement, mais avec nous, la conviction, 1, on n'a pas le choix, et 2, cette RSE, ça fait partie d'un modèle européen extrêmement original, extrêmement distinctif, et qui, je pense, est une chance pour notre continent. Alors, effectivement, se poser les bonnes questions et comment rendre compréhensible pour les clients tout cela, c'est aussi un élément dans le cadre des discussions sur le label ISR. Michel Papalardo, peut-être souhaitez-vous ajouter aussi un point en réaction Non, alors, nous, on avait tenu compte de la réglementation européenne qui allait sortir, et donc on avait intégré tout ça, et on a intégré tout ça dans la nouvelle version du label, parce que, comme vous venez de le dire, on était très convaincus qu'il fallait essayer d'harmoniser les données. Parce qu'en fait, quelque part, la CSRD, c'est ça l'objectif, c'est de faire en sorte que sur un nombre, alors c'est le problème, c'est du nombre, sur un certain nombre de données, on ait des informations harmonisées, à la fois parce que c'est plus pratique pour les épargnants, les investisseurs de savoir de quoi ils retournent, mais aussi, et moi j'avais beaucoup ça en tête, mais aussi pour que les entreprises n'aient pas à répondre à autant de questions que de financiers ou d'investisseurs qui s'intéressent à la question. Donc c'est un objectif, pour moi, la CSRD, c'était un objectif de simplification. Alors, on n'a pas absolument touché l'objectif parce qu'on a un peu compliqué les choses, mais ça reste pour moi cet outil-là. Donc nous, on reste calé pour le moment sur les informations qui étaient censées sortir dans la CSRD. S'il y a moins d'indicateurs, ce sera parfait. Pour nous, ce sera encore mieux. On était également calé sur la SFDR et sur les PAI, puisque ça fait partie des sujets importants de la nouvelle version, c'est de mettre les PAI. On s'adaptera s'il y a des
s'il y a des changements, c'est bien évident. Mais je reste dans l'idée que ces textes, comme vous l'avez dit, ce sont des textes qui ont pour vocation de solidifier la confiance, de solidifier tous les travaux qu'on fait les uns et les autres et de simplifier. Donc, trouvons la solution pour nous mettre d'accord sur peut-être moins d'indicateurs ou de manière différente, même si je pense qu'on a beaucoup exagéré un certain nombre de choses, parce qu'on peut réduire déjà très fortement le nombre d'indicateurs en utilisant la CRD de manière un peu intelligente. Mais voilà, donc pour nous, c'est un élément important parce que, comme je le disais, les données, c'est là-dessus qu'on va baser la confiance des investisseurs ou des épargnants qui vont aller dans des fonds labellisés. Et donc, on est prêt à travailler avec tout le monde sur le sujet et à faire confiance pour qu'on arrive à obtenir un outil peut-être plus facile à utiliser qu'aujourd'hui, mais on a besoin de cet outil. Merci. Grégory, peut-être, oui, très rapidement, si vous souhaitez réagir. Moi, je voulais passer un coup de gueule par rapport à ça, parce que je ne suis pas impliqué, mais effectivement, quand on regarde depuis 5 ans, 6 ans, entre les annonces à Glasgow, toutes les banques sont allées dans la Net Zero, Banque Alliance, etc., puis ensuite qui est démonté parce que c'est aligné avec la TCFD, c'est pas la même chose que la SFDR. Ensuite, le capital réglemente les stress tests une fois, puis l'alignement des portfolios au niveau des banques, avec l'EBA, ensuite avec l'ESMA, avec des taxonomies qui, en fait, même on va appeler ça des référentiels. On va oublier le mot taxonomie puisqu'il est galvaudé par taxonomie européenne. C'est-à-dire, en gros, l'ESMA, il parle anglais, l'EFRAG, il parle italien, les autres, les outils bancaires, mais ils ne sont absolument pas prêts à accepter la moindre donnée. Nous, on fait, pour les banques, on fait l'analyse des portfolios, mais c'est une blague, que ce soit la BNP ou d'autres. Ils vont faire ça sur des fichiers Excel en prenant 50 personnes, en allant chercher les DPE à la main, en appelant la chambre des notaires, alors qu'on parle de banques, c'est hallucinant. Et au niveau... finalement, jusqu'à la revente à l'investisseur de portfolios de prêts, il n'y a aucune information. Ensuite, l'investisseur, enfin le gérant de fonds, il va les vendre aux particuliers avec un questionnaire de 50 pages. Alors vous êtes d'accord, monsieur, en fait, ce fonds, il est article 9, le type, on lui place 2000 € dans un fonds, on lui fait remplir le questionnaire avec des écoutes téléphoniques. Mais c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que voilà, ça a été fait dans le mauvais sens. Des injonctions contradictoires, somme toute. Complètement contradictoires, oui. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous sommes nombreux à partager ce constat aussi. Je vais me tourner vers Paul Deleuze maintenant, peut-être de façon très concrète sur le terrain. Comment faites-vous évoluer vos stratégies d'investissement et est-ce que finalement, on a déjà commencé à aborder le sujet, mais cette transition, est-ce qu'elle est source d'innovation à la fois en interne et également dans vos stratégies d'investissement? Alors, je vais essayer de répondre de façon assez pratico-pratique, puisque c'est vraiment des questions qu'on s'est posées avec nos gérants. Je vais répondre sur le non-côté, que ce soit en equity ou en dette, parce que sur le côté, je ne dirais pas que c'est facile, mais en tout cas, on peut assez facilement infléchir une stratégie d'investissement compte tenu de la masse d'informations qu'on a. Sur le non-côté, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, on a cheminé avec certains de nos grands clients et investisseurs, notamment le groupe Malakoff Humanis, sur ces sujets. Au début, quand on voulait faire un prêt impact sur des sujets liés à la transition énergétique, c'était au fond assez facile parce qu'on reportait des émissions de CO2. Donc on calait au lancement du fonds le volume d'émissions de CO2 qu'on voulait éviter. C'est reporté par la direction financière, c'est une donnée qui est assez non contestable. Je reviens sur le sujet de la mesure, ce n'est pas très dur. Quand on est allé sur des sujets plus complexes comme l'impact social, comme la biodiversité, là on a été au début une étape plus loin qui était de se dire on est sur une mesure, on est sur une stratégie d'investissement qui sort de notre champ d'expertise. Un gérant de fonds qui prête en dette, en equity, il ne sait pas dire si l'entreprise s'améliore sur le plan social, si c'est une bonne entreprise sur le plan social ou pas, si c'est une bonne entreprise sur le plan de la biodiversité ou pas. Et donc on s'est dit, il faut qu'on définisse une mesure avec nos investisseurs et qu'on confie cette mesure à un tiers, parce que d'abord on serait conflicté, autrement le gérant, il risque de... Ils sont tous honnêtes les gérants, mais c'est reste des gérants, il risque de tordre la mesure dans un sens qui va l'intéresser. Et donc on a confié à un tiers le soin de définir la mesure, avec en plus un interlocuteur dans l'entreprise qui n'est pas notre interlocuteur habituel.
Nous, on parle au DG, au directeur financier, on ne parle pas au DRH, on ne parle pas au directeur de l'ESG. Donc on a confié à un tiers le soin de faire des mesures plus complexes sur des sujets de biodiversité où on va mesurer la quantité de vie dans un sol, on va mesurer sur un sol donné également la part qui repousse par rapport à celle où la nature est morte, donc c'est un sujet plus compliqué. Donc deuxième étape, ça a été de définir avec les gérants ex ante ce que serait la bonne mesure. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant. Il fallait, et ça c'est tout récent, ça date d'il y a moins d'1 an, qu'on aille sur une vision plus complète de l'investissement, plus holistique. C'est-à-dire qu'on s'est dit on ne peut pas investir dans une entreprise, certes, qui sera parfaite sur le plan social ou qui sera parfaite sur le plan de la biodiversité, si par ailleurs cette entreprise est en train de faire des grosses bêtises sur d'autres sujets. Et donc dès lors qu'on est sur des fonds impact, on s'est dit il faut qu'on fasse un diagnostic complet de l'entreprise. Peut-être qu'on c'est sur un fonds social, il faut quand même qu'on s'assure qu'en termes d'émissions de CO2, elle est vertueuse. Peut-être que c'est un fonds biodiversité, mais il faut qu'on s'assure que quand même elle a un bon dialogue social. Parce que dès lors qu'on est sur des sujets d'impact, le sujet de la controverse vient hyper vite. Et donc on s'est dit, au-delà de la qualité de la mesure, il faut que nos gérants intègrent une vision holistique de l'entreprise qui va bien au-delà, non seulement des ratios financiers, mais également du sujet d'impact sur lequel porte sur le fond. Et ce sujet d'avoir la vision holistique de l'entreprise sur des critères ESG, objectivement, il y a 1 an, on ne l'avait pas, maintenant on l'a, et on le fait faire par un tiers, parce que ce n'est vraiment pas notre métier, et parce qu'on veut que cette appréciation holistique, elle soit objective, et qu'on puisse faire référence à quelqu'un ou une entreprise qui peut être française, qui peut être étrangère. Sur la biodiversité, on a pris des Canadiens qui ont des méthodes beaucoup plus éprouvées que celles qu'on trouvait en France. Mais on a eu besoin, dans les stratégies d'investissement, d'intégrer cette vision holistique de l'entreprise. Merci. Donc, besoin aussi d'être entouré et d'avoir un réseau pour pouvoir avancer sur ce diagnostic ESG très large. Julien Carmona, je me tourne vers vous. Cet écosystème dont vous avez besoin aussi pour évoluer et construire vos innovations, est-ce que vous partagez ce constat-là et comment faites-vous au Crédit Mutuel Arkéa ? Merci. Alors, il y a plusieurs types d'innovations. L'innovation technologique qui est fondamentale et qui est vraiment l'affaire des entreprises, start-up, PME en développement et autres. Alors, évidemment, on est dessus, ou bien par des financements, ou bien par des investissements directs, ou des investissements via des fonds, ou des partenariats, comme celui qu'on a avec Nemer, et dont on est très content, puisque vous nous aidez sur le pricing du risque climatique pour notre compagnie d'assurance dommages. Ensuite, il y a de l'innovation produit. Alors, on a parlé des prêts à impact, c'est une innovation produit. J'en citerai une autre. Donc, nous, en matière d'assurance dommages, toujours, on a un produit d'assurance MRH, donc habitation dite positive, où l'innovation consiste à privilégier ce qui se répare par rapport à ce qui se remplace. Et c'est justement là-dessus où on utilise justement des données et la manière dont Nemer et d'autres nous aident à les mettre en forme. Après, il y a une innovation, alors je ne sais pas, de process ou d'outils de mesure et de pilotage dont on est fier et qu'on utilise, c'est par rapport à la mesure de notre impact qu'on essaye de mesurer en euros. Alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais en 1 minute, c'est le sujet de la mesure des externalités. Donc il y a les externalités positives, économiques, liées à notre activité. On finance une entreprise, elle crée de l'emploi. Et on va mesurer justement le bénéfice de cette valeur ajoutée, de cette création d'emplois, en fonction de la quote-part du passif que l'on représente dans le financement de cette entreprise. Et après, il y a l'aspect social et il y a l'aspect environnemental. Donc on s'est astreint à mesurer, ou tout au moins à estimer, l'impact carbone négatif de tout ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, on prend sur le budget carbone de la planète, donc on mesure objectivement le fait que chaque fois qu'on fait un crédit, il y a quelques dizaines de milliers d'euros de vivants qui disparaissent, mais aussi l'eau, la pollution, etc. sur une vingtaine d'indicateurs. Et je pense que c'est une manière extrêmement parlante de prendre en compte cette partie complexe et multidimensionnelle justement de la RSE. On espère pouvoir avoir inspirer un certain nombre peut-être de gens qui sont dans cette salle là-dessus. Et puis dernier élément, juste pour faire une petite référence à ça, c'est vraiment la notion d'écosystème d'innovation, mais d'écosystème territorial, notamment pour penser la décarbonation. Quand on fait tout seul, on peut faire bien, mais si on arrive à trouver des complémentarités, je pense par exemple à des coopératives ou des écosystèmes d'autoproduction et d'autoconsommation d'énergie,
là, on a de l'externalité positive. J'ai un exemple en Bretagne, à Vitré, j'ai un exemple en Auvergne, avec un producteur de fromage et puis des exploitants agricoles, des panneaux solaires sur les toitures. Et là, on réinvente un petit peu cette notion qui, pour nous, est fondamentale, non seulement solidarité, mais la coopération. La coopérative que nous sommes, c'est aussi une autre manière de regarder ces sujets de décarbonation. Merci. Stéphane Dédéan, en termes d'innovation en process interne, ces remarques sur la partie territoire, etc., qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous aussi vous saisissez de ces enjeux-là? Ouais, puisqu'il faut être concret, moi j'ai envie de dire que ce que ça nous a fait faire, ça nous a fait passer d'un pilotage en 2 dimensions, hein, on va dire croissance, rentabilité, à un pilotage en 3 dimensions, croissance, risque et rentabilité. Et dans le risque, il y a cette notion d'impact en fait, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était vraiment pour nous un sujet de risque et de ne pas investir dans des actifs qui ne vaudraient plus rien. Et en fait, là où c'est compliqué, c'est que la 3e dimension, celle de l'impact, elle a elle-même 3 dimensions. Il y a à la fois le climat, la biodiversité et le social. Et donc concrètement, comment on fait? J'ai envie de vous prendre un exemple qui est vraiment vécu. C'est comment on fait maintenant quand, par exemple, on a un dossier de financement d'une autoroute. Je dirais qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait si les recettes du péage permettaient de soutenir économiquement le remboursement de l'emprunt, hein, voilà, sous certaines hypothèses. Évidemment, on fait toujours cette analyse, mais maintenant, la première question qu'on se pose, c'est y a-t-il une alternative par le train à la construction de cette autoroute? Et si oui, on ne financera pas cette autoroute. Alors maintenant, en admettant qu'il n'y ait pas d'alternative par le train, on va regarder si on est capable de faire un bilan carbone positif de cette autoroute. Et là, dans quelle mesure le bilan carbone peut-il être positif? C'est si jamais ça permet un contournement d'une zone qui crée beaucoup d'embouteillages et donc beaucoup de concentration de CO2. Un trafic plus fluide dans une bretelle à côté peut finalement créer en relatif un bilan carbone plus positif. Mais en admettant qu'on réponde oui à cette question, le deuxième sujet, ça va être de dire y a-t-il un bénéfice social à faire cette autoroute? Alors là, en l'occurrence, dans l'exemple que je prends, il y en avait un parce qu'en plus de créer des embouteillages, il y avait un énorme problème d'accidentologie de la route précédente et donc on arrivait assez vite à faire le calcul qu'on pouvait sauver des vies en finançant cette autoroute. Et donc bilan social positif. Mais là où c'est devenu plus compliqué, c'est qu'une autoroute, par définition, ça artificialise le sol. Et donc, comment on prend en compte l'impact biodiversité? Alors là, on ne peut pas désartificialiser un truc qui artificialise par nature. Donc là, toute la question, c'est la notion de la compensation dans un rayon raisonnable de pas plus de 20 km, on va dire, autour de l'endroit où on construit l'autoroute, de compensation de la biodiversité qui est détruite. Et là, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à faire 100% de compensation. Donc, est-ce que vous dites non? Ou alors est-ce que vous dites que vous êtes capable d'accepter une petite partie de destruction de biodiversité au motif qu'il y a un bénéfice CO2 et social? Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de table de conversion. Et je peux vous dire que ça donne lieu à des discussions extrêmement intéressantes et qu'à la fin, c'est un peu à chacun de se faire sa conviction, mais qu'on retrouve un éclairage de notre métier avec des dimensions qui le rendent encore plus passionnant. Merci beaucoup. Donc, pas de table de conversion entre toutes ces différentes thématiques. Peut-être, Grégory, je vais me tourner vers vous aussi avec votre casquette. Pour moi, j'ai déjà dit, pour moi, l'innovation, le futur, tout est rose, on va dire, mais il faut trouver le modèle. Et je pense que c'est effectivement aux banques, aux acteurs financiers, au fonds, de trouver le modèle. On pourrait changer de place, Cécile, parce que je pourrais t'interviewer sur effectivement ce qu'ont dit toutes les banques, tous les investisseurs à Bercy la dernière fois. Je pense qu'il y a les fonds privés. Moi, ça fait 3 ans que je monte parallèlement un projet, un nouveau projet assez ambitieux. Et j'ai reçu un mail du 23 décembre, je m'en rappellerai toujours, 2022, du service du Premier ministre en disant « Écoutez, Grégory, en fait, on a rencontré quelqu'un qui pourrait financer, c'est un système de financement, la part equity pour votre système. Et il s'agit du fondateur de Spotify. » Vous voyez, donc on peut s'attendre quand même à tout, c'est-à-dire que vous recevez d'où le service du Premier ministre et il rencontre le fondateur de Spotify pour financer un système de financement de la transition. Donc je pense que effectivement, si des fonds comme Siena commencent à faire du capital privé
pour financer pas directement, bien évidemment, ni une entreprise, ni des petits projets. Donc moi, je suis toujours sur la, mettons, 1 milliard, une obligation d'1 milliard, et même un social bond. Les social bonds qu'ont monté la BNP, les premiers social bonds, ça a été 12% d'intérêt, payé tout de suite. Alors effectivement, avec une garantie de l'État, mais ils n'ont pas forcément exercé. Donc je pense qu'il y a quand même tous les acteurs de la finance et les structureurs qui peuvent monter des produits qui servent à financer la transition, l'adaptation, en fait, qui servent à financer le changement, qui sont rentables. Et pour rappeler à l'audience, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est que le S, par exemple, pour un prêt immobilier. Le S pour un prêt immobilier, c'est je prête un pavillon, mettons, parfait, 150 000 euros, je fais le prêt. Mais il se trouve que je sais que la personne qui va acheter ce pavillon, il est à 75 km de son lieu de travail. Ben ça, c'est pas S. Parce que c'est une émission financière qui n'est pas socialement responsable. Si il fait des travaux et qu'il consomme plus que le type qui installe sa douche, il met plus de 7 litres d'eau à la minute, bah, c'est pas bon parce que c'est pas eux et c'est pas les guidelines de la CCRD, du fournisseur, parce qu'on est dedans. Et la gouvernance, c'est si on sait que le type il va louer 2 fois le prix, bah, j'ai prêté à quelqu'un et donc je me suis mal assuré de la gouvernance. Donc effectivement, je reviens sur l'incapacité, c'est normal, vous imaginez les banques, il faut qu'ils les retrouvent. Alors est-ce qu'il habite à 70 km, on ne sait pas exactement. Est-ce que sa femme, elle fait ça? Est-ce qu'il y a un hôpital à côté? Et puis on peut aller très très loin. Est-ce que s'il veut former ses enfants, est-ce qu'il y a une école publique à côté? Ah zut, elle a fermé. Donc c'est 1 200 € par mois parce qu'il n'y a plus que l'école privée à côté. Donc en fait, c'est toutes ces informations. Et donc le modèle, bien évidemment, c'est forcément les banques et puis ensuite les fonds qui peuvent monter du crédit privé ou d'autres produits exotiques. Il y a Dexia qui a bien fait des prêts indexés sur le taux mexicain il y a 15 ans pour les collectivités locales. On peut innover pour la transition et l'adaptation. Alors, il nous reste 3 minutes. Ce que je vous propose pour chacun d'entre vous, peut-être, si vous aviez une phrase, un message clé que vous souhaiteriez que l'assistance puisse emporter avec elle pour le reste de la journée, quel serait-il sur cette question de comment les acteurs financiers participent-ils à la transition environnementale? Bah, je commence. Moi, je pense que plus l'adaptation va devenir une nécessité, plus on va ramener dans le court terme des sujets qui sont aujourd'hui beaucoup trop dans le long terme. Et je pense que ça va être une très saine pression pour que tout le monde se rende compte que c'est une urgence. Donc l'adaptation comme lien entre les horizons de court terme et long terme. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Juste un mot pour dire que nous, les financiers, notre métier, c'est la gestion du risque. Et les sujets de transition énergétique, les sujets environnementaux, c'est un sujet de gestion du risque. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont à côté, ils sont dans notre métier, ils seront de plus en plus, je pense. En vous écoutant, je pense au sondage qu'on a fait il n'y a pas longtemps auprès des Français. Et tous ces échanges sont passionnants, mais nous, ce qu'on voit, c'est que surtout, ils ne savent pas ce que c'est que la finance durable, ils ne savent pas du tout de quoi on est en train de parler là. Donc, on a un énorme effort à faire d'explication. On dit toujours sensibilisation, ce n'est pas un problème de sensibilisation, c'est d'explication simple, effectivement, pas avec les questionnaires qu'on vous fait poser aux uns aux autres, mais arriver, et pour ça que je suis, moi, très convaincue de ce que vous dites sur l'adaptation, sur le risque. Je pense que c'est des choses qui peuvent parler vite et bien aux épargnants, aux investisseurs, normalement ils sont plus cultivés, mais aux épargnants qui ne se posent pas ces questions tous les jours, et donc expliquer et arriver à des formules relativement simples, et je pense que l'adaptation est un bon moyen et le risque d'y arriver. Merci. Julien Carmona? Oui, comme Michel à l'instant, l'éducation, la pédagogie. Les banques ont un devoir d'éducation financière. Je ne dis pas qu'on le fasse suffisamment bien, mais voilà, mais ça c'est traditionnel. Et maintenant, ça doit s'étendre à l'éducation sur ces sujets. Finance durable, c'est un mot abstrait, mais effectivement, ça devient rapidement très concret puisqu'on parle de la survie des gens dans l'avenir, dans de bonnes conditions.
Merci. Alors, Et moi, le mot je de suis la fin. entièrement d'accord. C'est-à-dire que si on regarde les pubs depuis 15 ans, on a eu EDF avec Eric et Ramsey, voilà, Engie, faites des travaux d'économie d'énergie, changez de voiture électrique, faites des travaux, ok. Moi, j'ai envie de dire que le message, ça serait kiffez, changez de maison, faites des travaux, mettez un super truc, changez de voiture. Et après, c'est le rôle du banquier ou de la finance. On n'a pas besoin de parler de finance durable. Ça veut dire quoi, s'adapter? Moi, j'ai des enfants, si je leur dis s'adapter, adaptez-vous, ils ne comprennent pas. Ou transition, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, en gros, voilà, les banques, elles ont toujours été là. Il y a des banques mutualistes qui sont présentes dans tous les territoires et partout, qui ont la confiance des Français. Et je veux juste dire, allez-y, présentez des dossiers. En plus, à chacun de vos sommets, voilà, il y a trop d'argent. Voilà. Oui. Bon. Merci à tous pour cette table ronde. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.